Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, l'accès aux biens culturels. Annie Héritier. Maître de conférences en droit public, HDR. Université Lumière Lyon 2, Laboratoire droit, contrat territoire, EA 4573. La question de l'accès aux biens culturels suscite régulièrement des débats dont se font écho les médias, rappelant les succès des grandes expositions ou la fréquentation des monuments ouverts lors des journées du patrimoine, qui pourtant ne semblent jamais atteindre des sommets. Ce déplacement des individus vers les biens culturels n'est pas une évidence sociale. Cela encourage les sociologues et les économistes, voire les philosophes, à étudier le phénomène dans son entièreté, alors que les juristes s'emploient surtout le plus souvent à étudier l'un des termes de cette relation, le public versus les biens, sans toujours en avoir une vision globale. Pourtant, la science du droit doit s'efforcer de s'intéresser à l'ensemble des rapports de la société ou des individus avec certains biens qualifiés de culturels. Accéder. Accéder à la problématique de l'accès. Encore faut-il se déplacer et oser le faire. Oser sortir de son quotidien, de son habituel, pour aller vers un ailleurs. Oser avancer ses pas sur les chemins de la connaissance et de la découverte. Arriver au détour d'une allée, au lieu du penseur et s'asseoir un moment. Prendre le moment d'une pause pour admettre qu'accéder aux biens culturels nécessite deux temps de réflexion, celui des fondations et celui des distinctions. 1. Le temps des fondations. Il n'est jamais possible de fuir la définition des mots. Ni cage dorée, ni auberge espagnole, leur explication permet d'appréhender le sujet en le balisant, même si une part de subjectivité innerve la notion de bien culturel. A. Les biens culturels. La seconde moitié du XXe siècle a été le théâtre d'un glissement progressif et inexorable de la question de l'art à celle de culture. Le mot culture est embarrassant car bien trop souvent instrumentalisé. La doctrine y voit un mot indéfinissable. L'expression bien culturel est également difficile à cerner. Elle est parfois inconnue de textes internationaux comme la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, alors qu'un document de travail emploie, quant à lui, l'expression capital culturel. Le pluriel suggère la diversité des biens, le substantif est modifié mais l'adjectif culturel demeure. Ne parle-t-on pas de biens mais aussi de produits culturels, d'œuvres ou de manifestations culturelles, de patrimoine culturel, voire de produits de consommation culturelle. Toutes ces notions semblent désigner la même réalité, celle d'un processus d'appréhension juridique et économique d'une chose, par opposition à une activité culturelle se situant en amont. Simplement, eu égard à cette liste de substantifs, on comprend que les biens culturels transcendent la summa divisio entre les droits privés et publics. Les biens culturels sont, à la fois, une propriété privée et un objet qui a un intérêt suffisant pour que la nation revendique une appropriation symbolique à leur égard. Un tableau classé monument historique par exemple, d'autres, objets d'un marché de l'art, sont soumis aux droits publics restreignant leur circulation matérielle et juridique. L'application du droit à leur égard est aussi troublée par le passage du temps. Leur créateur a été un artisan durant des siècles et est progressivement devenu un artiste, dont le génie a rencontré le goût du public, quand dorénavant, le kidam participant à un programme de télé-réalité peut être exhibé comme artiste. Selon les époques, la vision du bien culturel ne sera pas la même. Comment également, les juristes entrevoient un bien dont la nature juridique a évolué. Par exemple, la copie des livres au Moyen-Âge ou celle des tableaux à la Renaissance relevait de la production d'œuvres autonomes, et non de l'activité de faussaire. Les biens culturels peuvent parfois perdre leur qualification. Cela est évident pour un bien patrimonialisé, qui n'est plus protégé si son intérêt culturel disparaît. Les biens culturels ont un rapport particulier avec chaque individu et l'appréhension du droit sur ces objets dérive d'un regard social et finalement d'une subjectivité. Il ne s'agit pas ici de valeur patrimoniale que l'on pourrait accorder ou pas à ces biens, valeur considérée en droit public mais ignorée en droit d'auteur, mais véritablement d'un ressenti personnel. Cela est une évidence pour le patrimoine culturel qui n'existe pas par essence, mais qui cache au préalable, sous sa qualification juridique, une conscience collective nécessaire à l'invention du patrimoine légal.
N'y a-t-il pas aussi le reflet d'un homme dans un bien culturel, comme s'il était habité par les regards portés sur lui? La perception du bien n'actionne-t-elle pas sa qualification? Récemment, la place de Paris a connu des ventes aux enchères d'objets nazis, dont certains ont dû être retirés à la demande du Conseil des ventes volontaires. Le ministre de la Culture, en avril 2014, se félicitait alors de l'une de ces décisions prises au regard de l'histoire et de la morale, sans que référence soit faite au droit. Or, lorsqu'un scientifique spécialiste de la Seconde Guerre mondiale achète ce bien, ne doit-il pas être considéré comme un bien culturel? De même, quand l'État préempte lors d'enchères de telles pièces pour un musée, il acquiert assurément un bien culturel. Qualification disparaissant si un néo-nazi remportait l'enchère. Il serait tentant de considérer qu'un bien culturel est une chose soumise au droit de la culture. Au risque de tomber dans l'aporie, puisque celui-ci ne connaît pas de définition propre et ne constitue pas une branche du droit clairement définie. B. L'accès aux biens culturels. Une œuvre est un bien ouvert, pour reprendre le qualificatif du titre d'un ouvrage d'Umberto Eco. Dès qu'elle sort de l'intimité la plus parfaite ou égoïste de son créateur, elle est l'objet d'une rencontre avec un tiers étranger à sa création. L'histoire montre que cette rencontre avec autrui a revêtu des formes différentes, la réalité du public ayant évolué. Si la Révolution de 1789 marque un temps fondateur du discours sur l'apparition du public, il faut attendre la mise en œuvre des politiques de démocratisation, puis de démocratie culturelle pour que le propos soit précisé. La question de l'accès aux biens culturels prend alors une dimension à proprement parler politique, la société se définissant par la référence démocratique. De par les évolutions sociales, la question de l'accès aux biens culturels garde toujours et encore une actualité. En particulier, la mondialisation redessine les territoires, se joue des frontières, remet en cause les souverainetés culturelles dans un temps qui s'accélère, permettant plus vite, plus facilement, un accès aux biens culturels dans une dimension géographique nouvelle. De façon concomitante, la société se transforme, devient liquide, selon Zygmunt Bauman, et fête l'âge de l'accès. Qu'entendre alors par accès? Est-ce un usage? Une participation? Une consommation voire une création? Songeons à celle qui avait embrassé la toile Phèdre à la Fondation Lambert à Avignon, laissant des traces de rouge à lèvres, revendiquée par ce geste permis par l'accès mal encadré, au tableau, la réalisation d'une œuvre d'art. Les caractéristiques de l'accès peuvent être différentes. Il est souvent volontaire, mais il peut être aussi subi, à l'exemple d'un mur devenu le support de street art. Les touristes parisiens en décembre 2014 avaient-ils envie de se trouver en face de The Tree de McCarthy, place des Vosges? À quel titre le public accède alors aux biens culturels? Comme amateur d'art, piéton ou citoyen? Quoi qu'il en soit, le public fait alors œuvre de déplacement, lequel appelle une distinction entre les accès aux biens culturels en fonction de leur nature. 2. Le temps des distinctions. Tous les accès aux biens culturels ne sont pas identiques. Des démarches diverses sont nécessaires afin d'aller vers le bien culturel, qui, même meuble, en aucun cas, ne pourra se mouvoir vers l'individu. Ce mouvement n'a pas la même ampleur selon la nature des biens culturels. Comment alors qualifier cette différence? En opposant l'effort physique de se mouvoir à la satisfaction immédiate grâce au web? Où localiser alors les biens immatériels? Le rapport annuel du Conseil d'État de 2014, le numérique et les droits fondamentaux, distinguer entre les biens rares des biens numériques. Pour prendre en compte le phénomène de numérisation, il est judicieux de suivre l'esprit de cette distinction fondée sur la dépendance ou non à un support matériel, et d'opposer les biens culturels situés aux biens culturels en réseau. À l'accès aux biens culturels situés, une conquête démocratique. Il n'est pas dans notre propos d'affirmer que seuls des régimes dits démocratiques, il n'est qu'à rappeler l'œuvre culturelle des régimes napoléoniens, encourage l'accès aux biens culturels. Il s'agit en fait d'une conquête intellectuelle, sociale, politique puis juridique, qui offre au public une relation à ces biens dans une logique de démocratisation de la culture. Pour autant, le droit consacre le droit d'accès aux biens culturels. Le préambule de la Constitution de 1946, partie prenante du bloc de constitutionnalité, reconnaît un accès à la culture. Le XXe siècle, avec l'évolution des droits extranationaux,
reconnaît des droits à la culture, devenant même un droit fondamental, voire un droit culturel selon l'école de Fribourg. Le droit, à l'évidence, encourage également l'accès aux biens culturels. Les exemples sont innombrables depuis la reconnaissance par le Conseil d'État dans l'arrêt Dauphin d'un service public de caractère culturel et touristique. Il revient alors aux collectivités territoriales, États et collectivités locales, d'intervenir dans le domaine culturel, voire d'appuyer les initiatives privées. Les citoyens peuvent se prévaloir de deux droits subjectifs, droit à la culture, droit subjectif principal, et droit d'accès, droit subjectif servant. Ces droits peuvent contrevenir à d'autres droits et les normes vont alors encadrer, restreindre, voire interdire l'accès. Une nouvelle fois, les cas sont aussi nombreux que le principe de l'accès est primordial. Les droits du propriétaire doivent être préservés. Si l'accès à un immeuble historique peut être encouragé par des déductions fiscales pour les travaux engagés, il n'est pas pour autant un allant de soi et le propriétaire doit y consentir. En outre, il est possible que le droit d'accès contrevienne à l'intérêt culturel, intérêt public. L'arrêt Carlier, rendu en 1949 par le Conseil d'État, interdit l'accès aux parties de la cathédrale de Chartres, qui se visitent. Le site de Carnac est maintenant protégé des visiteurs, comme l'est aussi la grotte de Lascaux depuis la réalisation de sa copie. L'accès peut contrarier l'ordre public, du moins une certaine conception de la dignité humaine. L'œuvre de Sade. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.